Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo qui vous a assez marqué pour vous faire changer votre perception de ce qu'est un bon jeu? Tout gamer l'a vécu, et dans mon cas c'était avec Obra Dinn. C'est évidemment grâce à son histoire, ses personnages et sa mécanique principale que le jeu m'a charmé. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler en profondeur de comment son level design est structuré et en quoi il vous fait devenir un vrai détective. Return of the Obra Dinn est un jeu vidéo où vous enquêtez sur un navire de 60 personnes toutes disparues ou mortes. Le jeu vous place dans la peau d'un ou d'une experte en assurance de la compagnie britannique des Indes orientales. Sur le bateau, l'Obra Dinn, il vous faudra identifier les défunts ainsi que la cause de leur mort pour remplir votre mission. Pour cela, vous devrez utiliser un artefact qui est donné dès le début du jeu, la montre à gousset, décrite comme un memento mortem ou souviens-toi de la mort en français. Grâce à cette dernière, vous pourrez voyager dans le temps et revivre l'instant exact de la mort de chacun des membres d'équipage. À l'intérieur de ces peintures en 3 dimensions, vous pourrez vous déplacer et observer la scène pour en déduire des choses, comme ici, ce personnage qui est sûrement le capitaine du navire tire sur un de ses matelots le tuant. Le gameplay de Obra Dinn est réellement unique dans son approche d'un jeu d'énigmes où l'on incarne un détective. Contrairement à d'autres jeux du genre comme L.A. Noire, ici il n'y a pas d'indice évident ou de conclusion 100% certaine, uniquement de la déduction. C'est ce gameplay qui m'amène à parler de ce jeu aujourd'hui, mais d'un angle différent de celui de l'énigme. En effet, le jeu ne serait pas ce qu'il est s'il ne comprenait pas des niveaux tous plus habilement designés les uns que les autres. Vous comprendrez donc que le level design du jeu joue un rôle crucial dans l'expérience de détective. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question: en quoi le level design des flashbacks d'Obra Dinn pousse-t-il à la déduction? Commençons par définir qu'est-ce que le level design. Selon The Level Design Book, c'est la pratique consistant à concevoir et construire des espaces pour les jeux vidéo. C'est essentiel dans chaque création vidéoludique pour guider le joueur à travers le jeu. Pour Obra Dinn, c'est avec le positionnement des corps, des éléments du jeu, ainsi que des zones accessibles pendant les flashbacks, que cela se manifeste. C'est très souvent matérialisé pendant la phase de production d'un jeu par des blockouts, ces niveaux gris qui permettent de visualiser le level design dans un moteur de jeu, ou des schémas 2D techniques de la carte. Dans Return of the Obra Dinn, les levels du jeu sont ces fameux flashbacks qui laissent le joueur explorer à sa guise sans réel chemin défini. Mais on va voir qu'énormément de techniques sont utilisées par Lucas Pope pour guider les joueurs vers de possibles déductions. Ce flashback est très ouvert, très libre dans ses possibilités de déplacement, permettant au joueur d'aller où il le souhaite. Mais finalement, qu'est-ce qui nous guide? Il y a cette femme qui nous fait remarquer qu'un bateau de passagers se trouve en contrebas, et en passant par la tête par-dessus le pont, on aperçoit 2 hommes courir en direction du crime, mais surtout l'escalier du pont inférieur. En y allant, on observe qu'un matelot écoute à leur insu des gens. C'est ici un exemple évident de breadcrumbing, miette de pain en français, qui consiste à placer de petits éléments dans un niveau pour attirer l'œil. C'est un procédé commun de level design qui permet de guider le joueur à travers un niveau par des signes connus, ici les personnages. Grâce à ça, le jeu nous a guidés au personnage en bas, vers l'escalier, pour se trouver face à un élément de déduction. L'exemple suivant est la suite de cette scène dans la chronologie narrative du jeu, mais pas dans le premier gameplay d'un joueur. J'expliquerai en quoi cela rend le level design de ces scènes si important. Dans celle-ci, les personnages sont plus proches, bloquent l'escalier et sont tous orientés vers le haut du pont et vers le crime. Si l'on regarde en bas maintenant, plus personne et aucun guidage. Le bateau de sauvetage est remis en évidence, mais pas le pont inférieur. Mais pourquoi donc? Voilà pourquoi. Lucas Pope ne voulait pas que vous trouviez cet élément de manière simple, car cela rend très probable que cet homme a été tué par celui-ci, faisant un lien évident d'un meurtre auparavant flou. Dans l'ordre de jeu classique, c'est d'abord ce level et donc ce pont inférieur hostile et le cadavre proche qui guide le joueur à ne pas descendre. Quand dans la scène d'après, il peut y descendre, il pourrait se dire « Oh, je n'avais pas accès à ça avant » et ne pas se poser de questions. Pour les prochaines scènes, tout commence par le cadavre de cet homme qui nous passe dans un couloir, la coursive bâbord.
Ce flashback est très spécial car c'est le seul qui confine le joueur à un espace et n'offre pas la possibilité d'approcher chacune des personnes présentes. Néanmoins, ici, le guidage est clair et il se trouve au niveau de nos yeux, ces petites ouvertures dans les murs. Avec ces dernières, les déductions pleuvent, comme ces deux hommes qui discutent dans la Sainte Barbe, ou bien celui-ci caché dans le bureau du commissaire. Ce dernier peut être facilement raté car il est juste après le cadavre de la scène. Pour la scène de celui-ci, on passe de l'autre côté, on rentre vraiment dans la scène. Le guidage devient plus sobre, mais il reste quelque chose, ces traces de sang. En les suivant, on retombe sur l'homme mort dans la scène d'avant et, s'il avait été loupé, encore celui dans le bureau du commissaire. Encore après, même chose, l'homme est en train de ramper pour aller se cacher derrière. Si on y va, toujours le même bonhomme, c'est presque comme s'il vivait dans cette pièce. Ce phénomène d'avoir plusieurs fois le même indice est sûrement dû à des playtests du jeu, dans lesquels Lucas Pope s'est rendu compte que les joueurs ne trouvaient pas forcément l'indice. Il a donc triplé ses apparitions. Cela peut être caractérisé comme de la répétition silencieuse, ou silent repetition en anglais, et consiste exactement à faire ce que son nom indique, répéter des éléments importants pour que le joueur soit assuré de tomber dessus. Dans le reste du flashback, on aperçoit le capitaine et un homme se préparer en direction de quelque chose que l'on ne voit pas. Vu que les scènes sont jouées à l'envers la première fois, c'est évidemment le monstre crabe de la première scène. Mais cela guide le joueur à y aller par après. Pour finir cette partie, intéressons-nous à la scène d'après. On y retrouve le tout début de l'homme rampant et plusieurs lignes directrices. Il y a ses projectiles ainsi que ces énormes cordes qui nous amènent vers le fond de l'étage. Quelques petites scénettes se trouvent ici et permettent de déduire qui sont ces personnages. En conclusion, le level design de Brad Inn n'est pas un simple décor dans lequel le joueur se promène à la recherche d'indices, il est un véritable outil de résolution pleinement au service de l'enquête. Mais grâce à des techniques comme le breadcrumbing, la répétition silencieuse ou les lignes directrices visuelles, plusieurs scènes offrent une expérience discrètement designée qui guide et incite à la déduction. Merci d'avoir regardé cette analyse de Brad Inn jusqu'au bout. Je serais ravi d'avoir vos retours en commentaire sur mon travail pour pouvoir m'améliorer dans ce type de contenu à l'avenir. Salut!